L'attention du monde entier vient d'être attirée sur un point de la côte française, Dieppe. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. Une division et son état-major forment la première vague. Au large, 26 transports qui constituent la deuxième vague de l'attaque attendent l'issue du combat. La radio britannique devait déclarer le lendemain « Nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu ». Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande et les conséquences de cet échec se firent sentir pendant toute la durée des opérations. Le devoir de mémoire, c'est une mission dont nous devrions toujours tous être investis par respect pour ceux qui ont donné leur vie. Et le devoir de mémoire, c'est à mon sens un exercice auquel nous devrions aussi tous nous livrer, et c'est ce que nous faisons chez Jubilé, pour devenir à notre tour des passeurs de mémoire. Devenir un passeur de mémoire, c'est garder vivants ceux qui ne sont plus. Il y a plusieurs notions. Pour moi, il y a la notion de temporalité, la notion aussi de collectivité et de vivre ensemble. Dans le sens où le devoir de mémoire, c'est se souvenir, c'est tirer des leçons du passé, c'est faire vivre un message du passé au présent pour construire ensemble notre futur. Je pense aussi que c'est bien entendu le partage de valeurs communes, notamment les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité. On voit que le devoir de mémoire, c'est quand même un objet de consensus. Les commémorations, c'est un moment républicain par rapport au partage de valeurs. Je pense aussi aux valeurs de solidarité, de tolérance, d'ouverture sur l'autre et surtout la paix. Je me souviens tout petit avoir vu un film au mémorial de l'association Jubilé qui m'avait beaucoup marqué aussi. Et plus cette passion de l'histoire qui m'a donné envie de commémorer. Déjà, ça permet de rendre hommage, de commémorer, et aussi ce qu'on espère, c'est que ça ne puisse pas recommencer. C'est pour ça que dès leur plus jeune âge, il faut apprendre ça aux enfants. Il faut les emmener aux cérémonies commémoratives. Il faut qu'ils rencontrent des vétérans, il y en a encore quelques-uns. Alors pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'allais aux commémorations en tant que spectateur. Et l'année dernière, j'ai eu envie de devenir acteur. Et comme je connaissais les membres de l'association Je me souviens, j'ai décidé d'y adhérer. Et donc je suis devenu le plus jeune membre de cette association. Quand j'étais jeune, j'avais pour habitude de finir toujours mon footing sur la plage de Puy, de prendre un moment pour regarder l'endroit. Et souvent, il m'arrivait aussi de penser à ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre liberté à nous, pour des valeurs de paix, de liberté, et pour combattre l'obscurantisme, le fascisme et du coup le nazisme. Et je me disais que c'était assez paradoxal en fait d'être dans un si bel endroit et de se dire qu'un tel massacre a pu arriver. Le 19 août, il est inscrit dans la vie des gens ici, mais il est aussi surtout inscrit dans la vie des gens au Canada. Alors, lors de la dernière assemblée générale, j'ai été élu secrétaire de l'association. Donc je fais partie du bureau. Donc on se réunit souvent, on se voit tous les mois et on prépare les commémorations. On organise notamment une exposition qui a lieu tous les ans, dans laquelle nous présentons des différents mannequins habillés dans des uniformes d'époque. C'est pas de la reconstitution, tout est d'époque. On organise aussi tous les 18 août la cérémonie de l'appel des noms au cimetière des Vertus, où nous lisons à voix haute les noms des 1227 soldats alliés tués pendant l'opération Jubilé. Et nous participons aussi à d'autres manifestations pour commémorer tous les liens qui unissent Dieppe et le Canada. Nous sommes dans ce cimetière formidablement bien entretenu, en partie aussi grâce au Commonwealth War Graves. Et donc, je tiens à la fois personnellement, mais au nom de tous mes compatriotes, à remercier et au nom de tous ces soldats qui ont sacrifié leur vie. Puisque nous sommes dans un haut lieu de mémoire, nous sommes les transmetteurs de demain, c'est important de préserver l'idée de ce sacrifice de ces générations et donc de ne pas oublier. Je me souviens, c'est une devise de chez nous, mais je me souviens
fait aussi référence à ce devoir de se souvenir, de se remémorer eh bien, ces instants douloureux où, au nom de la liberté, les soldats ont sacrifié leur vie. En 1942, nous sommes dans une année qu'on dit une année charnière, l'année du tournant, l'année où les bombes de Pearl Harbor ont lancé les États-Unis dans ce conflit. Il y a aussi ce second front réclamé par Staline, parce que pataugeant depuis une bonne année avec les troupes hitlériennes, mais effectivement, nous sommes dans un contexte de guerre dont le vent semble changer. Et les États-Unis ne peuvent être en mesure de lancer une opération avec les Britanniques de façon importante sur les littorales français à ce moment-là. Toujours dans le contexte, eh bien, vous avez des offensives vers le Caucase, vous avez des offensives vers Stalingrad qui commencent dès l'été 1942. Donc Staline demande expressément à Churchill à ce qu'il puisse être lancé une opération de grande envergure dès cette année 1942. Or, à sa grande déception, ce n'est pas possible, faute de matériel, de moyens, d'entraînement. Le contexte de 1942 avec l'URSS et Staline qui réclament l'ouverture de second front, ce second front ne peut se faire dès l'été 1942 à sa grande déception, y compris 1943, parce que les troupes états-uniennes, britanniques, bref, alliées, n'ont pas d'équipement nécessaire et adéquat pour pouvoir lancer une offensive de grande ampleur de plusieurs divisions sur le continent européen à ce moment-là. Churchill même préconise l'attaque par le ventre mou du crocodile en attaquant par la Méditerranée, endroit moins fortifié du côté de l'Axe, tout du moins par les Italiens et par les Allemands. Dès 1940, à la suite de la défaite, les opérations combinées qui combinent à la fois les trois armées, principe relativement nouveau dans ce contexte de guerre, c'est-à-dire qu'on va utiliser les trois armées, la marine, l'aviation, l'infanterie. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait dès 1940-41. On est dans un esprit évolutif. On est dans des expérimentations. Plusieurs opérations méconnues jusqu'alors, entre autres les réserves houillères de charbon que l'on peut trouver au Spitzberg pour éviter qu'elles tombent aux mains des Allemands, elles sont détruites. On a quelques opérations en Norvège aussi, sur des réserves de glycérine, d'huile de poisson. Vous avez aussi une opération à Brunwald, Saint-Jean-Brunwald, avec l'utilisation d'une centaine de paras. Et puis vous avez aussi un succès relativement récent, en mars 1942, l'opération sur Saint-Nazaire, qui consistait à détruire la cale sèche de Saint-Nazaire pour éviter que le supercuirassé de Tirpitz ne puisse y mouiller pour être réparé, ce qui est quand même un succès relatif. Jusqu'alors, on n'avait jamais utilisé plus de 600-700 hommes pour effectuer une opération. Pour Dieppe, eh bien, on tente 6000 hommes. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour dégarnir véritablement le front de l'Est, mais on montre quand même la bonne volonté à Staline de faire cette opération sur le littoral français, qui pourrait permettre aussi une bataille aérienne plus importante que fera l'opération Jubilé par la suite. Ce raid, dont la préparation et le choix de Dieppe a été fait au mois d'avril 1942, eh bien, au départ, avait l'intention d'utiliser que des troupes commando, qui jusqu'alors avaient été sollicités pour les diverses missions, la trentaine de missions dans les 2 années qui ont précédé. Or, les troupes demandées, on parle de 6000 hommes, on n'avait pas assez de commandos pour, tout du moins on les aurait tous épuisés, les troupes commandos à ce moment-là. Donc, et il y avait aussi une préparation qui se faisait pour aller attaquer, faire un débarquement en Afrique du Nord. Donc, on a préféré, dans ces cas-là, eh bien, on a sollicité l'aide des troupes canadiennes. Donc, au total, sur 6000 hommes, il y a quand même 5000 Canadiens qui ont été mobilisés et auxquels il faut former, entraîner, préparer pour cette opération de grande envergure. Or, cette opération a été initialement prévue sous le nom de code Rotter dès le mois de juillet, le début juillet 1942. Cette opération, pour des raisons climatiques, a été annulée et on avait laissé les soldats retourner à leur cantonnement, leur disant « il ne faut pas trop en parler », et ainsi de suite. Dans les semaines qui suivent, plus précisément, eh bien, sous l'effet de pression à la fois des Soviétiques et puis qu'il faudrait faire quelque chose dès à présent pour montrer la bonne volonté des Occidentaux, eh bien, l'opération Rotter renaît sous le nom de Jubilé. Forcément, une opération de si grande envergure, on parle de 121 pages d'actigraphie, une préparation vraiment très pointue, est relancée avec quelques petites légères modifications, entre autres par rapport au climat, le soutien aérien, le soutien naval. Ce raid de Dieppe est une opération qui consiste à débarquer 6000 hommes sur un front d'une quinzaine de kilomètres,
entre Quiberville, Varengeville et Berneval, ici. Lors de la traversée, les navires quittant la côte anglaise se rejoignent à un point précis pour passer au travers d'un chenal déminé pour éviter de sombrer sous des obus, bref, tout du moins les mines qu'on peut y retrouver. Pour éviter un couloir supposément miné. Se rejoignent et, selon leur vitesse, se dispersent pour aller se positionner et faire ce fameux débarquement. Or, il y a un contact au large qui fait qu'il y a un effet de surprise un peu moins précis, tout du moins lorsque les troupes arrivent lors du débarquement au niveau de Blue Beach. 14 km entre Quiberville et Berneval, eh bien, vous avez les commandos qui ont pour mission, au niveau des plages latérales de Varengeville et de Berneval, de détruire la batterie côtière. Pour ce qui est de Berneval, c'est en partie réalisé. On arrive à museler la batterie côtière pendant un instant, pendant, je dirais, un bon 3 heures au moins. Et puis, du côté de Varengeville, les commandos, on parle des commandos numéro 3 et du commando numéro 4, ont quand même une habitude à ce type d'opération coup de poing, un raid de destruction, et réussissent à peu près leur mission, avec une opposition qui est plus ou moins importante. Vous avez 2 plages latérales, puis et Pourville, Green Beach et Blue Beach, qui doivent essuyer un tir relativement soutenu afin de pouvoir débarquer, de pouvoir prendre les promontoires de chaque côté de Dieppe et apporter un appui-feu en détruisant les batteries d'artillerie qui se situent sur les promontoires. Alors, il y a d'autres missions, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les missions qui sont attribuées à ces troupes latérales. Et puis vous avez finalement White Beach, Red Beach, plage rouge et plage blanche, où vous avez le gros des troupes qui doivent débarquer avec un soutien de véhicules blindés. Première tentative de débarquer des véhicules blindés dans cette guerre, qui débarquent malheureusement sur des galets, qui sont quand même un peu des obstacles pour eux, ce qui ne les empêche pas complètement de progresser. Quelques-uns arrivent à progresser, même si certains sont déchenillés, mais ils ont quand même réussi à peu près leur mission. Mais on a sacrifié la moitié des véhicules blindés prévus pour cette journée sur les plages de Dieppe. Le soir du 18 août 1942, eh bien, les troupes reviennent à bord des navires, avec une mission qui leur était connue. On croit que c'est encore à nouveau un exercice. Et à la grande surprise et surtout satisfaction, les soldats canadiens et britanniques et toutes les autres nations représentées apprennent que ce raid de Dieppe se déroulera dès le lendemain matin aux premières heures. Donc, ils traversent la mer. L'opération n'est pas annulée. Cette opération qui combine à la fois l'armée terrestre, la marine et l'aviation demande une synchronisation quasi parfaite des 3 armées pour pouvoir arriver à cet objectif. Cette traversée se passe sans heurts jusqu'à 3h30, 4h moins quart du matin, où il y a un contact au large avec la Kriegsmarine. Il était évoqué que s'il y avait un contact, eh bien, que l'opération pouvait être annulée. Alors, cette opération n'est pas annulée, mais un peu sur le qui-vive certaines troupes, surtout à la hauteur de Puy. Et cette opération est continuée jusqu'au moment où les troupes latérales doivent accomplir leur mission, à la fois sur les batteries côtières, à la fois à Puy et à Pourville, et le débarquement principal où les soldats canadiens sont accueillis sous un feu incroyable, impressionnant. Les Allemands qui étaient déjà un peu en position d'alerte, on savait qu'il y avait une opération qui se préparait sur la côte française. On estimait par rapport aux marées, aux lunes favorables, que la période du 18, 19, 20 août était une période favorable pour cette opération, une opération sur le littoral français. Or, les soldats canadiens, britanniques, doivent affronter un tir très puissant. On avait une batterie allemande qui était au-dessus de notre, pas au-dessus de notre maison, bien sûr, mais un peu sur la hauteur de chez nous. Et ça passait au-dessus de notre tête, Mon mari était chef cuisinier, et ils avaient fait avec les autres locataires une tranchée dans la maison et dans le jardin. Et on est allé dans le jardin, dans cette fameuse tranchée, parce que ça sifflait drôlement au-dessus de nous, mais ils bombardaient, on l'a su après, ils bombardaient la plage, et c'était les Canadiens qui étaient là. Quand on a entendu du roulement, ma grand-mère a dit « il faut descendre, on va aller dans les gobes », parce qu'on appelait ça les gobes, nous. On était des gobiers.
Alors on est allé dans les gobes, et puis on a attendu que ça continuait de tous les côtés. Ça fait du bruit, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait du bruit, hein. Les canons et puis tout, puis les chlots qui ne voulaient pas se laisser faire. Et puis bon, quand ils sont partis, il y avait des gens qui pleuraient parce qu'ils se croyaient déjà libérés par les Canadiens, et puis bon, ça ne s'est pas fait. On allait souvent au gobe, et puis on revenait bien sûr. Et puis on voyait bien que les Anglais, ils voulaient toucher le pont Colbert, parce que ça bombardait dur, mais ils l'ont loupé. Il y avait un petit abri que malheureusement, les voisins de mes grands-parents, ils avaient 2 garçons, et puis ils disaient on va sortir voir ce qui se passe. Ils ne sont pas rentrés. Un avion qui a passé, puis ils ont été tués tous les 2. Nous, les jeunes, on ne se rendait pas compte du danger, on ressortait. Alors mes parents nous appelaient, et puis il n'y avait pas que nous qui ressortaient, pas que tous les 2. Hein. Alors les Canadiens disaient « Oh, contente de voir une femme de Dieppe, c'est bien. Qu'est-ce que vous apportez? Tenez un paquet de cigarettes, mais il faut pouvoir le fumer, puis vous penserez à moi parce que je vais peut-être pas retourner dans mon pays. » Et on allait au gobe, nous. Avec maman, on allait au gobe, quand ça bombardait de trop. On n'y dormait pas toutes les nuits, on y allait. Quand vraiment ça tapait de trop, on partait. Mais autrement, on avait peur, hein, forcément. Le soutien naval n'est pas à la hauteur de ce qui était estimé. On n'avait pas voulu risquer des navires de plus grande importance, tels que des croiseurs, des cuirassés. Ce sont de simples destroyers, à la hauteur de 8 destroyers, qui doivent assurer le maintien, ce soutien naval, avec un appui aérien, somme toute, eh bien, satisfaisant. On parle même de fumigènes beaucoup trop importantes, d'ailleurs, trop bien réussi, qui cachent un peu la vue des destroyers pour pouvoir corriger leur tir. Quand on parle d'un tir sur les positions directes, les observateurs ne sont pas nécessairement en mesure, dès les premières minutes, de pouvoir effectuer leur tir. Les soldats affrontent ce tir soutenu. Les véhicules blindés arrivent en retard pour des raisons diverses et variées, puisque, eh bien, il y a certaines avaries en mer, certains problèmes lors de cette opération, puisqu'on est vraiment dans le début des opérations amphibies combinant les 3 armées. Et puis, surtout, une mauvaise estimation des troupes, puisque les archives ont permis de croiser à la fois à Londres et à la fois à Paris qu'il y a eu des renseignements qui ont défailli, puisque au lieu des 1400 hommes sur place qu'on prévoyait au niveau de la Wehrmacht, eh bien, ils étaient en réalité 4000. Et cette confusion vient précisément du fait que aux alentours de fin juillet, du 20 juillet et aussi la première semaine d'août, eh bien, il y a eu un renfort qui équivalait à peu près le nombre de soldats qui se trouvaient en place. Or, ce renfort, eh bien, on a cru que c'était une relève des forces qui étaient en place, donc on ne s'est pas méfié plus que ça. Donc, dans un contexte de guerre ou une position défensive, et on attaque à 3, voire à 5 pour 1, 6000 sur 1400, ça peut être réalisable. Or, en réalité, ils étaient plutôt 6000 contre les 4000 Allemands qui étaient en position défensive, qu'ils attendaient assez solidement défendus. Et donc, eh bien, les soldats ont dû subir à la fois la première vague et les vagues successives en raison des mauvaises communications, en raison de mauvaises stratégies sur place et le manque de flexibilité, puisque ce plan de 121 pages dactylographie permettait pas certaines flexibilités qui auraient été nécessaires sur le champ de bataille et qui servira de leçon plus tard. Or, on envoie une seconde vague, on envoie les fusils Montréal en renfort, il y a une désorganisation qui se fait sur place, eh bien, on parle de plusieurs centaines de morts qui vont rester sur ces plages. Je ne vous parle pas de tous ces jeunes gens qui doivent débarquer à marée haute et mouiller avec leur équipement, leurs munitions, se traîner sur cette plage de galets qui roulent sous leurs pieds. Bref, ils ont beaucoup d'obstacles à traverser avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la ville et de pouvoir accomplir les diverses missions, les divers objectifs qui leur avaient été alloués pour cette journée du 19 août 1942. On est allé jusque sur la plage. Alors là, on a vu les tanks, je ne sais plus moi, les trucs qu'ils avaient amenés, les Canadiens qui avaient amené ça, qui malheureusement, ils n'ont pas servi. Puis toujours les pauvres Canadiens qui étaient prisonniers, ils les promenaient partout pour qu'on voit c'est eux qui étaient maîtres de Dieppe, quoi. Et nous, on habitait la maison, la grande maison qui fait le coin, du côté de l'ancien cimetière.
Et de là, on a dit, bon, ben, on va rester là en attendant mieux. Mais on a vu tous ces Canadiens qui étaient décédés, on nous les a alignés derrière le cimetière, un peu plus loin que chez nous, mais derrière le cimetière carrément. Alors le soir et la nuit, on voyait, comme on disait, des feux follets, hein, c'est ça. On voyait tout ça, ça nous faisait mal de savoir ces jours-là, on ne pouvait pas savoir. Après, on nous a dit, vous pouvez sortir, c'est fini. On ne comprenait rien du tout, mais enfin, ça ne fait rien, on est sortis. Alors là, on a vu les Allemands descendre avec des Canadiens, presque à poil. C'est le mot qu'on a employé, qui avait juste une petite veste, mais rien en dessous. Puis que les Allemands promenaient, puis que jusqu'au pont du Pellet. Et puis après, on nous a fait retourner dans les trous. Il dit, si vous rachetez là, vous allez avoir la touc. Puis il l'aurait fait, c'est ça le prix là. Alors là, après, on avait intérêt à se tenir bien, hein. J'ai mieux vous dire. Il rentrait dans les maisons, c'est ça le prix là. Et puis il croyait toujours qu'on avait caché un Canadien, quoi. Que, tout ça, il rentrait dans les maisons, il fichait tout en l'air. On était quand même quelques jours à s'en remettre, hein. Alors donc ici on se trouve à la limite de l'hôpital. C'est-à-dire que là vous aviez la partie chambre, on va en voir encore de l'autre côté. Si un obus ou une bombe tombait devant cette entrée, qui est la numéro 2, on pouvait encore sortir par la 1, la 3, la 4. Ça a commencé en 1931 lors d'une grande conférence. On s'est posé la question, Dieppe pourrait-elle être bombardée un jour? L'avenir nous dit que oui. Donc la défense passive progressivement, puisque l'aviation devenait une armée à part entière. On a commencé sur Dieppe très très tôt, puisque les premiers creusements de galeries, comme on voit ici, ont commencé vers 1932-33. Alors il s'agissait de caves étayées, de caves éventuellement creusées, ou comme à Dieppe, puisqu'on a l'avantage d'avoir des falaises calcaires, creuser des galeries pour justement faire des abris anti-bombardement pour protéger la population civile. Le site de la Biomarine a officiellement démarré en 1939 et dans un premier temps il accueillait 1500 civils contre les bombardements antiaériens. Il y avait trois entrées principales qui étaient chacune bétonnées et posées en chicane pour éviter le souffle justement d'une bombe qui aurait pu s'écraser en dehors des galeries et blesser les gens qui étaient dans les galeries. Et sur le site même, il y avait 2 entrées. Une entrée du côté de l'impasse des Frères Mimard, qui redonne dans la côte Gambetta, et une autre au 19 rue Montigny, où on est aujourd'hui. Et comme dans tous les blocos, vous avez un double mur en quinconce pour éviter les déflagrations des obus qui pouvaient tomber devant. Au plafond ici, il y avait éclairage. Au sol, vous voyez des tomettes. Le médecin visait l'urgence du blessé. Puis on les emmenait dans cette grande salle. Et ici, c'était la salle de restauration et de réunion des membres de l'équipe médicale. Donc celle-là, celle en travers, c'était les maternités, enfin la maternité avec la nurserie. Tout se trouvait ici au milieu. En juin 1940, les Allemands entrent dans Dieppe, réquisitionnent l'hôpital, et donc c'est des différents services, qu'ils soient maternité, chirurgie, médecine et hospice. Donc tous ces services sont répartis dans différentes écoles de Dieppe, dont l'hôpital chirurgical dans l'école Richard Simon, qui se situe en bas de la côte Gambetta. Le souci, c'est que le 19 août 1942 arrive, et avec lui, les combats dans la ville, tout au bord de la ville, et l'hôpital se révèle beaucoup trop près de la zone des combats. Donc à la Biomarine, qui est à 2 pas donc de l'école Richard Simon, un premier poste de secours avait été installé par la défense passive de Dieppe. Et d'autant plus qu'en début 1942, le poste de secours du docteur Maillard était situé au pied du château-musée. Et comme les Allemands ont interdit l'accès à tout le littoral, il a bien fallu à la fois donc déménager le poste de secours qui était au pied du château-musée. Donc le 19 août 1942, les combats malheureusement se révèlent trop proches de la zone de l'hôpital, puisque les Alliés sont entrés un peu dans la ville. Et le docteur Le Sieur,
demande à ce que l'hôpital public, donc situé dans l'école Richard-Simon, déménage à la Biomarine. Donc le sous-préfet, M. Sassier, le maire de Dieppe et le commandant de la défense passive décident de déménager directement l'hôpital ici à la Biomarine. C'était un petit poste de secours qui était aménagé donc à la va-vite, avec 2 ou 3 lits et vraiment des soins dans l'urgence, puisque les plus gros blessés partaient sur Rouen. Et progressivement, cet hôpital va grandir, s'agrandir. Des galeries vont être creusées et des services de maternité, de chirurgie et de médecine vont monter ici, ainsi qu'un service d'hospice pour les personnes âgées dans le bâtiment même industriel de la Biomarine et un service pour les femmes quartées. Donc le service maternité comptera 21 naissances entre juillet et août 1944. Donc ici au total, ce sont plus de 1500 personnes qui auront été soignées et qui auront été sauvées. Quand j'ai vu 21 bébés nés, on va dire que c'est impressionnant parce que jamais je me serais imaginé que j'aurais pu naître dans un endroit comme ça. Mes parents m'ont toujours dit quand j'étais gamine que j'étais une gobière. Alors être née dans les gobes, c'était ça. Je savais que c'était la Biomarine, mais je ne savais pas exactement comment c'était. C'est pas original déjà de naître dans un endroit qui est aussi fermé, dans des grottes comme ça. Je l'ai appris par mes parents qui me l'ont annoncé, je ne sais pas vers quel âge, une dizaine d'années peut-être. Et après, j'ai pas eu de recherche plus approfondie dessus. Mes parents m'en ont pas parlé non plus. Il s'est fait une pesanteur quand je suis rentrée un peu là-dedans, dans les profondeurs surtout. Et puis il n'y a pas très longtemps que je le sais, donc que je suis née là. Parce que ayant été abandonnée aussitôt sortie d'ici, donc je me suis jamais posé de questions. Pour la naissance, je pensais que j'étais née à l'hôpital. Nous, on a connu des hôpitaux qui n'étaient pas dans ce genre de décor. Hein, donc ça fait bizarre. Enfin, quand je vois l'endroit qui est moderne, c'était moderne pour l'époque, d'avoir la lumière, l'eau, les toilettes, alors que dans certaines maisons, il n'y avait absolument rien. Encore à mon âge, j'ai connu la bougie, pendant je ne sais pas combien d'années, jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années. J'avais pas d'eau courante chez mes parents, on allait chercher l'eau, j'habitais à Étran, on allait chercher l'eau aux abattoirs. Ou alors à la rivière, pour laver le linge, des trucs comme ça. J'ai vécu chez des braves gens à la campagne. Elle m'a laissé chez eux et elle est repartie après. Je l'ai jamais vue. Ce sont des gens qui avaient des enfants de l'assistance publique et donc j'ai un frère de lait, parce qu'on j'appelle ça comme ça. Et lui, il avait 10 ans quand je suis arrivée chez mes parents nourriciers. Chez nos parents nourriciers. Et donc il se souvient qu'elle m'a amené comme un paquet de linge sale sous son bras et elle n'est jamais revenue, quoi. Elle m'a recherché et il se souvient de ça comme si c'était encore présent, quoi. Et il se souvient quand il y avait les bombardements, ils avaient fait un trou dans la prairie comme ça pour se mettre à l'abri des bombardements. Et un jour, il m'avait oublié et il était revenu me chercher en courant. C'était l'abri pendant les alertes d'avions qui passaient. Donc, ils se mettaient à l'abri qui était à proximité. Pendant la guerre, ma sœur était née et quand il y avait un bruit et quelque chose, moi je pensais qu'on descendait à la cave. Devant chez nous, il y avait une cave. Et j'ai appris plus tard que non, ma sœur étant née à la Biomarine, j'étais réfugiée à la Biomarine avec mes parents. J'en ai jamais entendu parler, c'est pour ça que c'est difficile d'exprimer ce que je peux ressentir vraiment. Si j'en avais entendu parler, je pense que j'aurais vu les choses différemment. Bon, ici, améliorer, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas faisable. Donc, mais disons que c'est normal que la ville de Dieppe s'occupe de son patrimoine. Je suis contente de savoir là où je suis née, d'avoir vu l'endroit. Ça me fait bien plaisir, je vous remercie. Parce que sans vous, je n'aurais jamais su.
Chers papa et maman, il y a quelques minutes, nous avons été rassemblés pour apprendre que finalement, nous nous embarquions pour aller nous battre contre l'ennemi dans les 24 heures qui suivent. Même si j'ai crié hurrah, comme les autres du peloton, je ne me sens pas très brave. Mais soyez assurés que je ne serai jamais une cause de déshonneur pour le nom de la famille. Nous nous sommes entraînés avec une extrême ardeur pour ce jour. J'ai grande confiance que nous serons victorieux de notre premier engagement, afin que vous soyez fiers que j'ai été l'un des participants. Depuis que nous sommes arrivés en Angleterre, nous entendons parler des autres camarades, de toutes les patries de l'Empire, ainsi que des Anglais qui combattent sur tant de fronts. Maintenant, nous les Canadiens, c'est notre tour de les joindre dans la bataille. Dans l'endroit où nous sommes présentement, notre colonel, Dollard Ménard, vient de confirmer la nouvelle. Et dans le secret, nous a annoncé l'endroit où nous irons attaquer l'ennemi. Je suis peiné, mais je ne puis dévoiler ni le nom, ni sa localisation. Nous savons exactement dans quelle situation nous nous engageons, et c'est avec confiance que nous attaquerons. Notre aumônier, Padre Salourin, rassemble tous ceux qui veulent recevoir l'absolution générale, ainsi que la Sainte Communion. Presque tous répondent à l'appel. Je veux être en paix avec Dieu, au cas où quelque chose m'arrive. Mon bon ami, Jacques Nadeau, en fait autant. Faisant suite aux instructions détaillées que nous ont données nos officiers et sous-officiers, nous sommes invités à participer à un somptueux repas. Nous sommes servis par les membres féminins auxiliaires de la Marine royale. Les tables sont recouvertes de nappes blanches et chacun a son couvert complet. Il y a bien longtemps que nous avions été traités de la sorte par le service militaire. Je continue ma lettre à bord de notre péniche d'assaut qui nous amènera à notre cible. Nous sommes chanceux car la mer est très calme, la température et le temps sont beaux. L'on nous dit que l'engagement avec l'ennemi prendra place vers 5h30. Dans l'entretemps, j'en profite pour vérifier encore une fois mon fusil et mon équipement, pour la 3e fois, tout en écoutant mes camarades discuter de différentes choses. Certains racontent des blagues, mais à les entendre, on devine la tension qui existe. D'ailleurs, je la ressens moi aussi. Le lieutenant Masson nous fait ses dernières recommandations, juste lorsque nous larguons les amarres. Le sergent Lapointe pose quantité de questions, car c'est la première fois qu'il dirige un peloton d'hommes. Jacques est occupé à ajuster son vélo et semble ennuyé par quelque chose, car il marmonne, comme à l'habitude dans pareil cas. La lune nous éclaire suffisamment pour que je puisse continuer. Il y a 2h30 que nous naviguons et je dois faire vite avant la nuit noire. J'en profite pour vous demander pardon pour toute la peine et les fautes que j'ai pu vous causer, surtout lors de mon enrôlement. Roger m'a dit combien de peine je vous ai fait. J'espère que si je reviens vivant de cette aventure et si je retourne à la maison à la fin de la guerre, je ferai tout ce que je pourrai pour sécher tes larmes, maman. Je ferai tout en mon pouvoir afin de vous faire oublier toutes les angoisses dont je suis la cause. J'espère que vous aurez reçu ma lettre de la semaine passée. Je sais que j'ai célébré mon 18e anniversaire de naissance le 13 et que je n'ai pas raison d'aller combattre, mais lorsque vous apprendrez avec quelle bravoure je me suis battue, vous me pardonnerez toutes les peines que je vous ai causées. L'aurore pointe déjà à l'horizon, mais durant la nuit, j'ai récité toutes les prières que vous m'avez enseignées et avec plus de ferveur que d'habitude. Il y a quelques minutes, j'ai cru que nous étions déjà entrés en action avec les Allemands. Là-bas, sur notre gauche, le grondement de canon avec le ciel qui était éclairé nous l'a fait croire. Notre groupe d'embarcation se déplace au ralenti et le lieutenant Masson nous dit que la première vague d'assaut se dirige vers son objectif. Il fait beaucoup plus clair maintenant et je peux mieux voir ce que j'écris. J'espère que vous pourrez me lire. L'on nous avertit que nous sommes très près de la côte française. Je le crois car nous entendons la canonnade ainsi que le bruit des explosions, même le sifflement des obus passant au-dessus de nos têtes. Je réalise enfin que nous ne sommes plus à l'exercice. Une péniche d'assaut directement à côté de la nôtre vient d'être atteinte et elle s'est désintégrée avec tous ceux qui étaient à son bord. Nous n'avons pas eu le temps de voir grand-chose.
car en l'espace d'1 ou 2 minutes, il n'y avait plus rien. Oh mon Dieu, protégez-nous d'un pareil sort. Tant de camarades et d'amis qui étaient là voilà 2 minutes sont disparus pour toujours. C'est horrible. D'autres embarcations de notre groupe et d'autres groupes ont été touchés et ont subi le même sort. Si je devais être parmi les victimes, Jacques vous apprendra ce qui m'est arrivé, car nous avons fait la promesse de le faire pour l'un ou l'autre, au cas où l'un de nous deux ne reviendrait pas. Je vous aime bien, et dites à mes frères et sœurs que je les aime bien aussi du cœur. Robert Boulanger. Ça fait mal parce que quand on a passé par là et puis qu'on voit les Canadiens étaient très jeunes, vous savez, c'était pas des vieux, hein, c'était des gars très jeunes, enfin, je sais pas, moi je veux dire qu'ils, je sais pas, ils avaient une, je sais pas, ils avaient une allure forte, quoi, c'était des beaux garçons, c'est pas pour vanter, mais c'était des beaux garçons. Les Boches, ils leur ont pas fait de cadeau, même ceux qui étaient blessés, hein. Moi je peux vous le dire. Des trucs comme ça, je crois que ça marque. Hein. Ça marque dans la tête et puis ça... je crois qu'on ne l'enlèvera jamais, ça. Non. Ils ne sont pas morts pour rien, les pauvres. Mais c'est quand même pénible d'avoir fait un... Comment dire? D'avoir fait un essai, si vous voulez, de débarquement. Et puis, c'est tellement de soldats de jeunes qui sont partis. Hein? C'est affreux pour les parents, ça. Moi, je trouve que c'est un beau sujet, parce que c'est pas forcément un événement qui est connu, on va dire, dans la France ou même dans l'Europe entière. Donc c'est connu essentiellement sur la Normandie et sur les Canadiens, parce que les Canadiens sont très proches de Dieppe par rapport à cet événement-là. Donc moi, je trouve que c'est un beau sujet, qui est aussi un sujet qui va préfigurer notamment le débarquement de juin 44, puisque c'est surtout le débarquement de juin 44 qu'on va parler sur la Normandie, mais ça permet justement aussi d'expliquer le pourquoi du débarquement de juin 44. C'est important que les enseignants, les parents, et les personnes qui ont connu de par leurs parents, leurs grands-parents de cette mémoire vivante, eh bien, continuent de commémorer, même s'il n'y a plus d'anciens combattants qui seront présents. Mais pensons à toutes ces tombes ici, dans cette ambiance qui fait appel à la fois à la compassion, mais surtout à la mémoire. Benjamin Franklin a dit ceci: « L'expérience tient une école où les leçons coûtent cher, mais c'est la seule où les insensés peuvent s'instruire. » Alors cultiver le devoir de mémoire, c'est rendre un hommage permanent au courage et à l'abnégation de ces jeunes soldats qui se sont battus pour nous. Et c'est surtout leur dire merci. Merci pour ce qu'ils ont fait hier, au nom de la liberté, de notre liberté. Merci aujourd'hui, merci demain, merci pour toujours et à jamais. Nous ne les oublierons pas.